Voilà, mon nom c'est Marc Verhofstede. On a une ferme biologique entre Gand et Courtrai et ça s'appelle Humus. Humus, c'est quoi? C'est une matière organique qui est stable et finalement, humus, ça vient du mot human. Ça veut dire qu'on a une existence autant qu'on a encore un humus dans notre terre. Et pour faire ce travail, on va voir, on va coopérer avec une vie du sol qui est capable de restaurer tout, le sol, la planète et tout ça. Je veux dire, tout ce qu'on mange, ça passe un système digestif. On vit avec une vie microbienne qui nous aide à être joyeux, mais aussi à digérer, etc. etc. Je démarre avec cette affiche de Food Agriculture Organization en 2015. C'était l'année du sol. Et voilà, ça explique un peu tout ce que je voudrais vous expliquer cet après-midi. D'abord, sur notre ferme, on soigne un sol. Et un sol, c'est quoi finalement? C'est une coopération entre des plantes qui enracinent la terre. Et autrement, dans le sol, il y a une vie microbienne qui va coopérer avec ces plantes justement, pas uniquement pour nourrir le sol, mais aussi pour restructurer le sol, c'est-à-dire c'est un lieu de vie, c'est un lieu qui demande de l'eau, de l'oxygène, il y a une respiration comme nous êtres, c'est-à-dire si on est beaucoup dans cette petite salle, à un certain moment il faut ouvrir les fenêtres pour échanger les gaz, pour qu'on reçoive de nouveau de l'oxygène. C'est la même chose dans un sol qui se structure, elle échange ses gaz d'elle-même. C'est-à-dire, il y a vraiment un renouvellement, une régénération d'un sol. Voilà, et pourquoi on va parler aujourd'hui du compost de thé? Il y a le mot compost et le mot thé. D'abord, le compost, je vais vous expliquer comment faire un compost de qualité pour régénérer toute une vie microbienne qui est à la service pour nourrir les plantes, les renforcer, les protéger, mais en même temps restructurer le sol. C'est un mariage. Hein? Et c'est gratuit parce que ça a toujours existé. C'est question de créer des conditions pour que ça se manifeste dans le sol. Naturellement, beaucoup de nos sols souffrent. On a vu ce matin un peu de compaction, un peu de chimie, etc. Naturellement, c'est un peu de stress dans le sol. Ça veut dire que le sol ne respire pas comme il faut. Il y a plus de stress, il y a plus de maladies qui s'installent. Ça veut dire qu'on va aider à transformer ce lieu de vie pour qu'elle devienne autonome. OK. Where food begins, ça veut dire que sur notre ferme, on cultive une vie pour que la terre soit autonome. Pour l'instant, on est autour de 3% carbone, mais on voit que les plantes, le sol se donne d'elles-mêmes. On n'a pas besoin des intrants parce qu'on est arrivé à un point que le sol peut devenir autonome parce que ce sont les plantes qui fixent le carbone, qui vont alimenter le sol avec des sucres, avec des protéines, etc. L'un nourrit l'autre finalement. Ouais. Voilà, on va parler de thé de compost. Il y a deux mots, il y a le thé et il y a compost. Ça veut dire que si on va parler de la qualité de thé de compost, le plus important, c'est la qualité du compost. Hein. On va en parler tout à l'heure. Mais un thé de compost oxygéné, ça veut dire en présence d'oxygène. Un thé de compost, c'est un liquide, c'est un extrait de compost dans l'eau. Ici, j'ai un exemple, c'est un petit modèle, mais c'est un fût rempli d'eau. Et dans laquelle on va souffler de l'air pour que l'eau soit oxygénée. Et à cause de ce mouvement, on va ici incorporer un compost qui va pendre dans un fût d'eau qui est oxygéné. Il y aura un mouvement. Et à cause de ce mouvement, on crée un extrait de compost. Très important, hein, la qualité du compost et que ce soit oxygéné. Aussi, la qualité de l'eau sera importante. Et l'objectif est d'extraire
et ou multiplier les micro-organismes présents dans le compost, dans l'eau, afin de pulvériser le produit obtenu sur les cultures. Le sol, la plante, les semences, il y a beaucoup de possibilités pour introduire ou apporter la microbiologie. C'est-à-dire dans l'eau de pulvériser le produit obtenu sur les cultures, sur les plantes. Et le but final, c'est quoi? C'est la vie qui va coopérer avec la plante, qui va renforcer la plante dans sa croissance, aussi nourrir la plante et aussi bien protéger la plante contre les maladies, etc. C'est-à-dire, c'est rendre la plante plus forte à partir de son intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, on va plutôt apporter des solutions de l'extérieur pour protéger la plante, mais ici, on parle vraiment de la qualité à partir de l'intérieur. C'est-à-dire, la plante va coopérer avec cette vie et elle va donner toutes les qualités qu'il leur faut. Voilà, vous allez voir tantôt, ça je vous explique encore, à la base de ce extracteur, il y a un disque dans laquelle, une fois que l'air passe, ça devient gonflé et il y a environ 4000 boules d'oxygène qui sortent par seconde. Ça veut dire qu'il y a une activité comme on le voit ici sur le photo. Hein. Ok, compost de qualité, c'est un système digestif. Vous avez mangé tant d'eau, il y a un système digestif qui se met en route. Aussi dans le sol, c'est la même chose. Le sol est nourri par une matière organique qui sera digérée par une vie microbienne. Et le résultat, c'est finalement une maison, un humus vivant qui est habité. Ça veut dire que on va faire un compostage parce que beaucoup de nos terres souffrent pour digérer certaines matières organiques. Ça prend du temps, il y a trop de facteurs de stress, il y a compaction, il y a un manque de diversité, vous voyez un peu. On va faire un tas de compost où on va ramasser différentes sources de matières organiques, riches en carbone, riches en azote, et il y aura un processus de compostage qui se manifeste avec le but de dégrader la matière organique de base et après de la reconstituer. C'est comme on démolit une vieille maison pour après construire une nouvelle maison. C'est-à-dire le processus de compostage, c'est d'abord un processus de dégradation. C'est comme on va démolir une vieille maison, on enlève les tuiles, les gouttières, les briques, et après, ils vont recomposer. Ça, c'est compostage de qualité. Vous créez une maison de vie qui est habitée. Je laisse passer ça ici. Ici, ça, c'est un compost. Vous ne reconnaissez plus les déchets, disons, les déchets organiques du départ, parce que ça a été transformé. Ouais. Et si je regarde un peu plus en détail, la première phase d'un processus de compostage, c'est la dégradation. Ça se passe par des bactéries, ça se passe par des champignons en premier lieu. Les bactéries vont dégrader la matière organique la plus facile à dégrader, tandis que les champignons vont plutôt dégrader les structures plus complexes. Cellulose, hémicellulose et lignine, c'est-à-dire ils ont un système digestif plus adapté pour ces structures complexes. Ça veut dire que les bactéries et les champignons commencent à dégrader la matière organique. Et au fur et à mesure qu'on avance, on voit qu'il y en a d'autres qui vont manger les bactéries et les champignons. On appelle ça les prédateurs. Les prédateurs comme les protozoaires, les nématodes, ils sont là parce qu'ils voient une population bactérienne qui se développe assez intense. Ils sont attirés pour les manger. L'un contrôle l'autre. Ça veut dire que les protozoaires, les nématodes, ils vont manger des bactéries, des champignons. Ça veut dire qu'il y a un recyclage de nutriments. Mais en même temps,
Certaines molécules passent peut-être 100 fois un système digestif. Ça se humifie à la fin. Hein? C'est une humification. Ça veut dire qu'il y a tout un réseau alimentaire qui se manifeste. Un réseau alimentaire qui est capable d'abord de dégrader la matière organique, mais la transformer dans des structures complexes. On appelle ça humus. C'est comme une éponge dans le sol qui sait capter des nutriments, qui sait capter de l'eau, mais aussi une maison vivante dans laquelle vit tout ce réseau alimentaire. Ça sont des conditions de vie, et si on veut obtenir cette diversité, il faut aussi il faut d'abord avoir une nourriture, hein, de la nourriture. La première nourriture qui est lâchée dans le sol, ce sont les sucres, mais aussi la matière organique qui est tombée par exemple des feuilles mortes ou même du fumier qu'on a porté, vous voyez. Hein? Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a de l'oxygène et qu'il y a une diversité qui peut transformer tout cela. Mais on passe un processus de compostage parce qu'on peut contrôler le processus pour obtenir un compost pareil en 10 semaines de temps. C'est question de coopérer et de... Peut-être qu'on... Oui, je prends une autre. Voilà, ici c'est quelques photos de la ferme. Mais on fait du compostage à la ferme, comme celle-ci. Hein? Ça, c'est un compost environ de 10 semaines. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On ramasse tous les ingrédients, les déchets qui sont disponibles sur la ferme ou éventuellement avec d'autres collègues, où on va chercher de la matière organique, mais riche en carbone. Ça peut être coupeau de bois, les feuilles mortes, de la paille, et d'autre partie, tout ce qui est un peu plus riche en azote. Ça peut être de la luzerne, une coupe d'herbe, ça peut être du fumier, voilà, vous voyez un peu? C'est-à-dire, on met tout ensemble, on passe avec un retourneur pour que ce soit bien mixé, et vous allez voir, après 1, 2, 3 jours, il y a une température qui s'installe. Et cette température est importante parce que vos déchets, au départ, il y a plein de mauvaises herbes, des semences de mauvaises herbes, il y a plein de maladies, etc. Il faut que ce soit purifié. C'est-à-dire, on va passer à un stade de purification à cause d'une température et la présence d'eau pour que tout soit démoli. Ouais. Le but, c'est qu'en 10 semaines de temps, on aura un produit comme je vous ai montré là-bas. Je rentre un peu plus, parce que qu'est-ce qu'on fait ici? On va créer des conditions de vie. D'abord, il y a la matière organique, riche en carbone, riche en azote. Et voilà, il y a la première phase qui commence, c'est la dégradation par les bactéries, par les champignons. Ensuite, il y a une température qui se libère, et à cause, avec cette température et l'eau présente dans ce tas de compost, il y a une dégradation complète de la matière organique. Hein? Je vous montre ça ici. Ça veut dire, ça c'est la première semaine, la deuxième semaine, jusqu'à 6-8 semaines. Et on voit le breakdown, ça veut dire que la dégradation de la matière organique. Et on voit que la température monte, c'est comme une fièvre, mais c'est important. Parce qu'on a besoin environ 5-6 jours, une température entre 58 et 65 degrés. Le but, c'est d'avoir un compost qui est riche en vie, où il n'y a pas de pathogènes, pas de maladies, où il y a vraiment une renaissance d'une terre. C'est-à-dire, deuxièmement, si on commence avec le processus de compostage, on ajoute suffisamment de l'eau qu'on sent que la matière organique est bien humide. Et avec la température et l'humidité, la matière organique se dégrade très vite. C'est comme les pommes de terre dans la cuisine, il faut un feu et de l'eau. Et les pommes de terre se dégradent. Ici, c'est la même chose. Une paille, la première journée, après 15 jours, vous n'allez plus retrouver la paille. Si vous retrouvez la paille dans 4 semaines, ça veut dire que vous avez raté, vous avez oublié d'ajouter suffisamment d'eau. La vie a besoin de l'eau, de l'oxygène, et avec la température qui vont régénérer, vous allez vraiment avoir un produit qui est vraiment déjà dégradé. Et après, on arrive au fur et à mesure dans un processus de reconstitution, build-up,
Ouais. Et regarde aussi en dessous, cette vie consomme de l'oxygène. Comme ils consomment de l'oxygène, ils produisent des gaz carboniques. Ça veut dire qu'au moment qu'on mesure une température de 60 ou plus, on voit aussi qu'il y a une bonne respiration ou consommation d'oxygène. Il y a beaucoup de gaz carbonique. Pour ça, on va mesurer la température, éventuellement le gaz carbonique, mais c'est le moment de retourner. Et retourner, c'est quoi? Créer un lieu de vie pour que cette vie puisse continuer leur travail. Mais s'ils restent dans leur propre gaz, ils meurent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On mesure la température, éventuellement le gaz carbonique, pour savoir est-ce qu'on doit tourner. Mais au moins, il faut avoir quelques jours cette température de 60-65 degrés avec une bonne humidité pour démolir et justement pour attaquer, contrebalancer toutes les maladies présentes, etc. Parce que aussi cette vie, ils vont produire des antibiotiques, etc., etc., pour purifier la matière organique. On a une terre chez nous à la maison où on a donné un compost il y a quelques années, mais cette terre ne demande plus, elle est autonome parce que ce sont les plantes qui vont aussi nourrir de nouveau ce sol. C'est-à-dire, mais il faut la rentrer dans une phase qu'elle peut devenir autonome. Si la température est à 60 degrés, il y a une bonne activité microbienne dans le compost. En général, vous allez aussi mesurer un taux important de gaz carbonique. Mais si le tas, par exemple, elle peut avoir une bonne température, mais elle est trop humide. Ça veut dire que les gaz ne se dégagent pas d'elles-mêmes. Vous stockez plutôt. Quand vous avez un compost trop humide, il veut bien chauffer, mais vous gardez plein de gaz à l'intérieur. C'est pour ça qu'on va travailler avec des matières organiques comme riches en carbone, ça aide à structurer un peu le tas. Ça, c'est sur notre ferme, c'est le farm compost, on appelle ça, mais vous pouvez aussi le faire, un petit projet, vous faites 1-2 cubes de matériaux et comme ça, vous créez votre propre compost pour faire un thé de compost après. Ou bien, il y a un autre truc, ça s'appelle le Johnson-Su compost. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Johnson-Su. C'est un système qui permet de ne plus retourner le tas, mais vous allez créer un bioréacteur dans lequel il y a un design pour que les gaz s'échangent d'elles-mêmes. Ça veut dire que ici, vous voyez, ici on voit de l'air. Par exemple, ça peut être une palette par terre. On met une palette bloc par terre. Autour, on met des poteaux et on va l'enfermer avec un filet jusque-là. Et autour, on peut remettre une toile, par exemple, une toile de compost pour fermer. C'est comme c'est comme un petit silo. Et dans le silo, on va mettre des poteaux ou des tuyaux comme celle-là. Et on va les fixer plus ou moins parce qu'ils restent pendant 2-3 jours. Et alors, on va remplir tout le contenu de ce bioréacteur avec ce mélange de carbone-azote. Vous comprenez? Bien humide. Et on va justement remplir tout ce bioréacteur. Supposons que les réacteurs une telle grandeur, vous le remplissez jusqu'en haut. Et après 1-2 jours, vous allez enlever les poteaux ou les bus. Parce que ça crée des galeries vers le bas. Et on va mettre les poteaux d'une telle façon qu'elles soient un peu comme un cercle pour que la distance entre les poteaux ne dépasse pas les 30 cm. Il faut vous imaginer que le bioréacteur soit complètement rempli, on enlève les tuyaux et on a cette image, c'est-à-dire on a enlevé les poteaux, mais entre-temps ça travaille comme des couloirs de gaz, où les gaz savent s'échanger et où l'oxygène rentre et aussi que la température va s'évacuer par ces couloirs. Ouais. Et on prévoit aussi pendant le processus de compostage de irriguer de temps en temps, comme avec ici, comment on dit ça, drip, ou arroser de temps en temps de l'eau pour que ça reste humide.
Et ça, ici, ça c'est le résultat d'un compost, mais ça dure 1 an. Il faut donner le temps à devenir un tel compost. L'autre qu'on a vu, vous créez déjà un compost après 2-3 mois. Tandis que là, vous ne devez plus retourner, mais vous créez un compost sans dérangement. Et vous pouvez même choisir que le taux de carbone soit un peu plus élevé. Au lieu de 50%, on peut mettre 60 ou 70%. Parce que le carbone va stimuler les champignons. Et en combinaison avec des matières organiques riches en azote, mais les deux là vont créer un compost riche en bactéries, mais surtout aussi en champignons. Et ça sont les espèces qu'on manque aussi beaucoup dans nos terres. Ça veut dire que vous avez avec ça un potentiel pour faire un thé ou un extrait pour tantôt, par exemple, traiter vos semences avec cette vie. Hein? Est-ce que ça c'est clair? Il faut regarder sur Internet Johnson Soup. Il y a beaucoup de recherches à ce niveau. Un fermier qui a beaucoup de matières organiques, des déchets comme du fumier, etc., il a un intérêt de les composter. Mais par exemple, quelqu'un qui fait des cultures, qui n'a pas beaucoup de matière organique, il peut faire quelques bioréacteurs et avec la masse qu'il a, il a besoin, par exemple, de 3 litres de compost pour faire 100 litres de thé. Et par hectare, on peut mettre 100, 200, 300 litres de thé par hectare. C'est-à-dire, vous produisez vous-même la qualité pour en faire un thé après. Il ne va pas apporter la matière organique parce qu'il n'en a pas suffisamment. Mais il peut faire, disons, des réservoirs, des bioréacteurs dans lesquels il produit un compost de haute qualité. J'ai mis ici tester le sol ou le compost vivant. Ça pourrait être intéressant de regarder, par exemple, sous microscope, regarder quelle vie est présente en dessous de mon échantillon. Est-ce que je vois des bactéries? Est-ce que je vois des champignons? Est-ce que je vois des prédateurs? Ça peut aider pour vous donner un bon sentiment. Hein. Il y a même des labos qui font des recherches et qui vont faire une étude de toute la population active dans votre compost ou dans votre sol. Ça, c'est possible. Mais si vous faites déjà un bon processus de compostage, ça ne demande pas des analyses après. C'est question d'avoir confiance que ce que vous faites et vous l'appliquez. Et ce sont les plantes qui vont vous communiquer. Allez, vous allez communiquer avec vos plantes. Mais je veux quand même dire qu'il y a des méthodes, par exemple, la Soil Food Web Analyse par microscopie. Il y a aussi un microbiomètre que vous mesurez, par exemple, le nombre de bactéries et champignons dans votre sol et le rapport entre ces deux-là. Hein? Il y a aussi la chromatographie. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de possibilités pour mesurer plus les qualités dans votre compost. Mais si votre processus est bon, il ne faut pas douter. Hein. Voilà, pour fabriquer le thé de compost, comme ici, le fût, on va remplir le fût avec de l'eau. Par préférence, l'eau du ciel, hein, que vous avez captée, une eau qui est propre. Pas l'eau de ville, ou bien vous laissez circuler pendant 2 heures pour évacuer la chlore qui est présente dedans, parce que ça tue. Il faut une eau qui est propre. Deuxièmement, il faut une eau d'une température autour de 20 degrés, ou quand même la température de son environnement. Si vous démarrez avec une eau de 10 degrés, ce ne sera pas agréable pour la vie pour y rentrer dedans. Ouais. Alors, la qualité de l'eau est importante, et deuxièmement, la température. Éventuellement, vous faites le thé de compost à l'intérieur quelque part où il y a déjà une bonne température, ou bien vous introduisez là une résistance et que vous pouvez régler par exemple à 20 ou 22 degrés. Ouais. Alors, une fois que vous avez rempli de l'eau, hein, en dessous se trouve ce disque. Derrière, il y a une pompe qui souffle de l'air en dessous. C'est comme... oui, ça devient bombé, c'est-à-dire toutes les ouvertures s'ouvrent et il y a environ par seconde 4000
boule d'oxygène qui monte. Et à cause de ce mouvement, parce qu'ensuite on va déposer un panier ou un filtre de compost ici dedans, et à cause de ce mouvement, la vie qui est présente dans le compost se détache de ses agrégats et rentre dans l'eau. Et comme c'est filtré, ça veut dire que toute la vie passe à travers ce filtre, mais c'est pour éviter les grosses pièces pour, si vous allez pulvériser après, pour que ce soit facile à appliquer, à pulvériser. Alors, il y a deux systèmes pour faire un... Ou bien on fait un extrait de compost, ça veut dire qu'on met le compost et on le laisse oxygéner pendant 1 heure, ou bien vous laissez pendant 24 heures, mais vous donnez encore des nutriments pour alimenter cette vie pendant cette phase d'extraction. Ou bien on parle d'un compost extrait, ou bien un thé de compost, ça dure un peu plus longtemps, mais on va naturellement augmenter le nombre de population. Ouais. Voilà, ici on fait un thé de compost, on ajoute des nutriments, ça s'appelle catalyste. Vous pouvez aussi choisir vos propres ingrédients, mais il faut choisir des ingrédients qui vont justement nourrir toute cette diversité de vie. Si vous mettez uniquement des sucres, vous allez stimuler par exemple les bactéries et les autres vont être supprimés. Vous avez un réseau alimentaire, il faut que ça monte en population. Voilà, on met le panier dedans et on laisse extraire pendant 24 heures. Une fois que, par exemple, ça c'est après 24 heures, le jus, le thé de compost est prêt et vous pouvez l'appliquer le jour même. Si vous dites, oui, il pleut, je n'ai pas envie de le dire, vous le laissez dans le fût et vous continuez à oxygéner. Éventuellement, à ralenti, vous pouvez régler ça. Mais le but, c'est de garder l'oxygène, parce qu'il ne faut pas oublier cette vie qui est présente, il consomme de l'oxygène et à un certain moment, il n'y aura plus d'oxygène. Il faut apporter suffisamment de l'oxygène pour que la vie puisse s'installer et reste quand vous voulez l'appliquer sur vos cultures. Ça veut dire les facteurs critiques du thé de compost, c'est la qualité de compost. Hein? Il faut qu'il soit vivant, sans toxines, en maturité. Le taux d'oxygène est important parce que cette vie respire. Si vous n'apportez pas suffisamment de l'oxygène, ou bien il faut le mesurer. Si vous construisez vous-même une machine, il faut mesurer le taux d'oxygène. Parce que si le taux d'oxygène diminue, parce que leur nombre augmente, ils consomment tellement d'oxygène que vous descendez en dessous de 6 ppm, et même plus. Ça veut dire que vous rentrez de nouveau dans l'anaérobie. C'est comme le compost, hein? Si on ne respire pas, vous rentrez dans l'anaérobie. Alors, les nutriments, hein, le catalyste, la qualité d'eau, naturellement la température, important, et ça devient une solution homogène. Ce qui est très important, c'est aussi l'hygiène. Quand vous faites un thé de compost dans votre appareil ou cet appareil, il faut que ce soit bien nettoyé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de biofilm qui reste. Parce que ces biofilms, c'est de nouveau une source de pathogènes que vous introduisez dans votre thé de compost. Il faut être propre. Hein? Ça veut dire, pendant le thé de compost, vous ajoutez des nutriments, mais finalement, les micro-organismes vont se multiplier exponentiellement. Et naturellement, parce que comme c'est de la matière organique, ils vont aussi se multiplier. Ce n'est pas uniquement les micro-organismes, mais tous leurs déchets qu'ils produisent, des catalysateurs, des hormones, etc., ça va aussi se développer en même temps. Ça veut dire qu'après 1 heure, par millilitre, vous avez 10 000 micro-organismes et déjà après 24 heures, vous avez une croissance exponentielle. Hein. Ici, ce que je vous montre, ici c'est le temps d'oxygénation. Ça veut dire que, fur et à mesure, on voit que la population devient active et il commence à consommer l'oxygène. L'oxygène peut diminuer
il faut qu'il reste autour de 8, mais pas en dessous du 6. Si je donne trop de nourriture dans l'extracteur, il peut se faire ce processus, hein, qu'ils sont tellement actifs qu'ils consomment tout l'oxygène. Il faut un bon rapport entre tous ces ingrédients, hein, comme ici. Hein. What happens with too much food, ça veut dire que... Et après 24 heures, vous avez un thé de compost qui n'a pas de qualité et vous avez perdu tous les organismes bénéficiaires, c'est-à-dire qui ont besoin de l'oxygène pour se manifester. Voilà, bien nettoyer est important pour éviter les biofilms, etc. Hein? Même il y a des composts extracteurs avec des buses et des tuyaux, mais dans chaque coin ou dans chaque courbe, il y a un dépôt de biofilm et ça, il faut éviter, il faut bien nettoyer. Voilà, pour appliquer le thé de compost, il y a deux choses, ou bien un traitement du sol, ou bien un traitement du feuillage, mais aussi bien un traitement des racines, un traitement des semences. Chez nous à la ferme, d'office, quand on va semer des céréales ou d'autres légumes ou n'importe, on va traiter les semences avec un thé de compost pour que la vie soit déjà présente au départ. Ça veut dire qu'il y a plusieurs applications, hein, le sol, le traitement des semences, les plantes, même praliner les arbres avant de planter les arbres, on les praline dans un bain de la boue à base d'une terre limoneuse avec un thé de compost. Ça veut dire que les racines sont déjà inoculées avec cette vie. On a un peu de recherche à gauche, à droite, mais c'est rare qu'on fait des recherches parce que c'est que depuis quelques années que l'intérêt monte pour le compost et le thé de compost. Mais déjà dans le passé, au Ilvo, c'est le centre de recherche tout près de Gand, ils ont fait différents objets, entre autres ici sur des tomates, où ils montrent qu'ils ont utilisé le thé de compost curatif contre le botrytis et encore plusieurs autres essais. Hein. Ici, on voit l'application, pas de thé, et là, bien de thé, mais d'autres essais, par exemple, c'est un essai que vous pouvez facilement faire chez vous à la maison, ne fût-ce qu'avec des radis, vous faites un traitement avec et sans, et vous allez voir, les racines se développent plus. Il faut voir, c'est un thé de compost, c'est d'abord une biologie qui s'installe dans la zone racinaire, et c'est là que les échanges se font. Hein. Regarde ici, ça c'est des fleurs, mais on voit un traitement avec thé ou sans thé, ça a un impact sur le développement des racines. Est-ce que ce sont des choses que toi tu as vues dans tes pratiques? Oui, oui. Aussi David Verstraeten, c'est quelqu'un qui travaille chez Grenotech, mais les années précédentes, il a fait beaucoup d'essais. Hein. Entre autres, il a fait des essais entre autres sur la ferme de, de Chassard, du Mont Chassard, où il a regardé sur la levée. Et il a travaillé avec un biomax, il a traité son biomax, c'est-à-dire ses couverts, et il a vu qu'il y avait une meilleure levée au départ, comme ici, un seed coating experiment. Et on voit ici, avec coating et sans coating, il y a une activité plus importante déjà au départ. Et on voit aussi que démarre beaucoup plus vite. Allez, je veux dire, il y a un environnement de vie présent. Hein. Ben, j'ai encore toute une liste des expériences de David Verstraeten, mais je ne pense pas que ça vaut la peine de rentrer là-dedans. Mais allez, je veux dire, mon but c'est de vous expliquer en quoi ça consiste, thé de compost ou un extrait de compost. C'est le but d'inoculer la vie, le sol, même la litière ou la matière organique, même chez nous dans les étables, hein, on a des chevaux chez nous à la maison, ben, on pulvérise les étables et les odeurs partent parce qu'il y a une vie qui est continuellement à transformer la matière organique. J'ai même des étables, des vaches. Je ne parle pas maintenant de thé de compost, mais je parle d'un compost achevé. Et dans l'étable libre, on a mis un compost et il y a
peut-être 30% des vaches qui viennent lécher la terre. Ils ont besoin justement de cette vie pour inoculer leurs intestins, leur estomac, etc. Parce que la plupart des vaches ne sortent plus. C'est pour ça une bonne idée de faire un pâturage, mais je veux dire, c'est l'inoculation. La vache a justement besoin aussi de l'herbe et de la terre pour s'inoculer. J'ai même... en France, j'ai connu une ferme qui fait du thé et avant que les vaches sortent, ils passent une douche de thé de compost sur leur corps et tout ça. Oui, ça stabilise aussi tous les insectes et tout ça. Oui, tout ce qui est peau, la terre, c'est la peau de la planète. Hein. Le sol, c'est, disons, la peau comme... aussi, notre peau est déterminée, la qualité de notre peau est aussi déterminée de ce qu'on mange, de comment on se revitalise, etc. Tout est lié à ça. Hein. Voilà, je m'arrête avec ça. Est-ce que l'utilisation de micro-organismes efficaces, tu préconises par rapport au thé de compost? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est une autre pratique? Ouais, vous parlez de EM, hein, des micro-organismes effectifs. Finalement, ce sont des micro-organismes, ça contient des lactobacilles, des champignons, des levures. Et c'est le système Bokashi, c'est plutôt une fermentation. Ce n'est pas en présence d'oxygène. On va plutôt ajouter de l'eau bien tassée, mettre un plastique pour qu'il y ait une fermentation. Et à cause de la fermentation, il y a formation des acides comme l'acide lactique, acétique, etc. Et ces acides sont un conservateur, mais ça aide aussi à digérer la matière organique. Ça veut dire qu'il n'y a pas une humification, mais c'est d'abord pour rendre la matière organique un peu plus disponible, une fois que ça rentre dans la terre, mais ce n'est pas encore transformé. Hein. À cause des acides, c'est un conservateur et ça aide à conserver votre matière organique pour éviter que vous rentrez dans la putréfaction. Ou bien vous allez composter directement, ou bien vous allez ensiler ou EM. Et ça, c'est vraiment fait pour ce milieu-là. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme si l'oxygène permet que tout fonctionne bien, mais que quand il n'y a pas d'oxygène, alors on a besoin des EM pour favoriser la fermentation plutôt que la putréfaction. Mais même sans EM, vous allez sélectionner, dans la nature, il y a 2000 des bactéries lactiques libres dans la nature. Hein. Il y en a plein. Si vous créez un autre milieu, vous allez sélectionner pour cette vie qui va justement transformer ça. EM, c'est comme une levure, vous achetez une levure pour encore mieux orienter le processus. Mais finalement, dans la nature se trouvent déjà beaucoup de solutions. Tu cultives tes EM? Je ne cultive pas EM parce que je ne l'ai pas besoin. La seule chose, on a des fourrages, du trèfle de la luzerne qu'on ensile, des balles rondes, et voilà. Là, on n'ajoute rien du tout parce qu'il y a une fermentation naturelle qui se manifeste déjà sur la plante, toute la vie est présente. Ils vont sortir de la dormance parce qu'on crée un lieu de vie sans oxygène, bien tassé, hein, pour qu'il n'y ait pas d'oxygène, un peu d'humidité, et ça se fermente. Hein. Donc on a les EM, le thé de compost, le bokashi, le macération, où je serais pas le seul, je pense, qui est un peu perdu. Est-ce que toi tu peux aller sur place et conseiller, ou tu fais juste compost, ou il y en a d'autres personnes qui savent conseiller? Enfin, tu fais ça sur ce que tu l'as, tu fais ça, qui comprennent vraiment le système, parce que pour le moment, j'ai l'impression, comme Jos de Potter, je t'ai raconté l'autre jour, il a arrêté le thé de compost, il voyait plus d'effets avec les EM, donc il continue avec ça, il les produit lui-même. Enfin, c'est une propre expérience, mais peut-être à la long terme, c'est peut-être pas la bonne solution, mais qui ou comment peut conseiller? Oui, c'est vrai, préparer du thé de compost, ça demande un peu de main-d'œuvre, s'occuper. Et vous pouvez l'acheter prêt, c'est plus facile, hein, à appliquer. Oui,
on a vu aussi avec David Verstraeten, la plupart veulent bien l'appliquer aussi dans les cultures, mais c'est question de préparer d'abord le thé de compost, parce que ce n'est pas quelque chose que tu achètes dans un bidon. Ça demande de l'oxygène, ça déjà... Mais ici, je voudrais que... Allez, il y a des limites aussi, hein, des limites, c'est-à-dire il faut le temps de s'en occuper. Mais une fois que vous avez les résultats, je ne sais pas comment toi tu regardes, si tu entends cette question, comment toi tu... En fait, moi, ça rejoint un petit peu la question que je te posais tantôt. Moi, je décide, je dis pas que c'est la réponse, mais comment je décide, moi, c'est en fonction des paramètres qui existent. Si le thé de compost... Je le fais, j'essaye d'en faire au moins 2 par semaine au printemps et à l'automne parce que c'est des périodes où ça marche très bien. En été, j'utilise plus pour ce qu'on disait de biofilm, etc. Tu dis ça marche très bien, c'est en rendement, en croissance, en résilience? Par rapport aux applications que j'en fais. Par exemple, en été, j'utilise ça pour la défense, l'immunité de mes plantes. Au printemps, je vais plus essayer de chercher un activateur, un stimulant pour le sol. Et donc c'est un petit peu des moments où il y a un petit détail qui change à chaque fois. Par exemple, si je me retrouve en hiver, je peux pas utiliser une solution remplie de vie, donc je vais même sortir de toute la liste qu'on a énumérée et plutôt rentrer dans du minéral, quoi, du purin d'azote ou quelque chose comme du purin d'ortie. Mais donc il y a des petites différences à chaque fois. Moi, le truc qui me fait peur quand même avec les EM qu'on achète et qu'on fait pas soi-même, c'est qu'on répète un peu l'histoire qu'on essaye d'éviter, c'est qu'on travaille avec du monospécifique et ça peut être dangereux. On sait pas trop les répercussions que ça peut avoir, mais quand on travaille une seule espèce, on sait tous, surtout vu le rassemblement aujourd'hui, que c'est pas qu'on crée un déséquilibre qui peut être dangereux, quoi. Tandis que ce qui est très très chouette ici, c'est il y a une certaine de confiance à la vie dans l'équilibre qui est déjà installé et qu'on cherche juste à multiplier l'équilibre. Je me permets, je rebondis sur ce que tu dis. Donc, tu disais, toi, tu fais 2 thés par semaine au printemps et automne. Mais donc là, printemps, c'est surtout stimulant pour le sol ou pour la plante, pour le lever. Et là, tu disais, ouais, ton purin d'ortie, ça, c'est plus en hiver que tu l'utilises, parce que c'est aussi... le purin, il permet aussi de protéger un peu, de stimuler ta plante. Tu le vois pas comme un stimulant? Le protéger. Il stimule aussi, je trouve. Et d'abord l'ortie, tu l'as pas. Là, on n'est plus dans des explications biologiques. C'est physique. Ouais. Le purin, c'est un éliciteur de croissance. Il va stresser, il va créer du micro-stress. Et donc, il réveille l'immunité de la plante, mais lui ne va pas rajouter de l'immunité. Tandis qu'ici, c'est vraiment ça. Ça peut agir aussi de manière des deux. Moi, j'avais lu un rapport de Ducatillon, qui est un chercheur en maladies de légumes, qui disait que le seul truc qu'il savait du thé de compost, c'est que quand il arrêtait son bulleur, ça prenait un pH tellement acide que c'était le meilleur micro-stress qu'il avait jamais fait à ses plantes. Mais que c'était un tellement gros stress que parfois elle s'en remettait pas. Et qu'il a vu ça un peu à la fin de sa carrière. Et c'était moi, quand j'en ai parlé avec lui, il laissait un peu la question ouverte. De dire, il faut des gens qui s'intéressent au thé de compost et qui fassent des expériences dans tous les sens. Et donc, oui. C'est vraiment très chouette à faire. Moi, ça fait, je pense, presque 10 ans que je t'avais rencontré, que je m'amuse avec la petite mallette que tu as montrée pour contrôler les paramètres. Oui, mais c'est ça qui compte. C'est une expérience spécifique à ce lieu, et voilà. Et je pense, il n'y a pas de grandes descriptions, hein, mais surtout quand il y a des périodes de stress, ça c'est quand même à conseiller de l'appliquer, surtout au début de la saison déjà. Ouais. Et sur les mulch, ça marche super bien. Vu que c'est un mulch d'office aéré, donc en activateur de décomposition du mulch, je trouve que c'est là c'est. Oui, pardon. C'est vrai que là on a trop mélangé. Mais et alors l'expérience la plus chouette que j'ai faite, c'est sur juste 2 ballots de paille, un sans, un avec. Et celui avec, on peut cultiver dessus, direct. C'est trop bien. On pourrait le faire directement presque. Vu qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte pour que le ballot de paille capte l'azote de l'air, c'est assez incroyable.
je vous propose de faire la pause pour respecter le timing. Merci beaucoup, Marc. Merci.